Ceci étant dit, on va passer effectivement à ce que nous devons faire aujourd'hui. Le premier point, on va voir association entre une variable qualitative et une variable quantitative. On a commencé à en parler la dernière fois, entrer dans plus de détails pour que justement on puisse mieux comprendre et savoir comment s'en servir le moment venu. Donc, pour étudier cette association, il faut comment diviser la population d'études suivant les groupes ou suivant les modalités de la variable qualitative. Ensuite, calculer le paramètre de tendance centrale adapté pour ces groupes de la variable qualitative. Et enfin, comparer cette tendance centrale entre les groupes qu'on aura créés. Et le notez bien, c'est-à-dire la variable qualitative peut avoir deux ou plus de deux modalités de réponse. Donc, on peut faire l'étude d'association même lorsque la variable qualitative a plus de deux modalités de réponse. Et là, je vais préciser que toutes ces notions dont nous discutons vont être utilisées vraiment au cas par cas. Dans le même travail de recherche, on peut utiliser toutes ces méthodes-là à la fois. Ou on peut utiliser juste l'une d'entre elles ou juste deux ou trois de ces méthodes. Mais il faut juste avoir l'esprit ouvert et se dire quelle est la méthode statistique qui correspond pour cette étude d'association que j'envisage de faire ici. Et c'est là tout l'intérêt d'identifier dès le départ là où les variables dépendantes, le plus souvent ce sera la variable dépendante et les variables indépendantes. Par exemple, une étude dont j'ai discuté avec quelqu'un aujourd'hui, facteurs associés à la dépression chez les adolescents ayant le diabète de type 1. Facteurs associés à la dépression des adolescents ayant le diabète de type 1. On voit bien que le outcome ici, c'est le diabète, la dépression chez ces patients-là, qui peut être, par exemple, une variable qualitative en termes de patients déprimés, oui ou non. Maintenant, dans mes variables indépendantes, j'aurai par exemple le sexe, qui est aussi une variable qualitative. Donc, pour ce tableau d'association entre le sexe et la dépression, je vais utiliser les méthodes qu'on a vues la dernière fois, un tableau de contingence. Mais j'aurai également le revenu mensuel des parents, qui peut aussi être un facteur qui influence. Mais là, c'est une variable qui est quantitative. Et on va donc utiliser ce que nous allons voir maintenant, ou que nous sommes en train de voir, pour regarder est-ce que le revenu mensuel des parents influence la présence ou non de la dépression chez les adolescents ayant un diabète de type 1. Et donc, on va regrouper la population suivant les modalités de la variable qualitative qui ici est le diabète de type 1 et la dépression, pardon, en dépression, oui ou non. Maintenant, parmi les enfants qui ont une dépression, on va calculer le revenu mensuel moyen, par exemple, des parents. Parmi ceux qui ont une dépression, on va calculer le revenu mensuel moyen et on va comparer. Ils vont nous montrer quelques exemples là. Donc, exemple, association entre sexe, obésité et fraction d'éjection ventriculaire. Ici, la variable pour le outcome qu'on a, la fraction d'éjection, c'est la variable. Et comme variable indépendante pour l'exposition, on a le sexe, on a l'obésité. Et ici, on a dit que le sexe, c'est en termes de masculin et féminin. Donc, c'est une variable dépendante à deux modalités de réponse. L'obésité, c'est en termes de normal, grade 1, grade 2, grade 3, suivant les valeurs de l'IMC. Ça, c'est aussi une variable qualitative avec 4 modalités de réponse. Donc, la première étape sera de diviser la population en ces groupes-ci, masculin et féminin, ou alors obèse, normal, grade 1, 2 et 3. Ensuite, on va vérifier la distribution de la fraction d'éjection dans ces différents groupes-là. Parce que c'est selon la distribution qu'on saura quel paramètre de tendance centrale va être utilisé dans chacun de ces groupes. Ce sera le cas pour les groupes du sexe, donc masculin et féminin, aussi pour les groupes de l'indice de masse corporelle, normal, grade 1, grade 2 et grade 3. Et enfin, on va comparer la tendance centrale de la fraction d'éjection donc entre les groupes masculins et féminins ou entre les groupes de l'obésité. Il faut dire que c'est une étude, par exemple, dont l'objectif est de voir quels sont les déterminants ou quels sont les facteurs associés à la fraction d'éjection ventriculaire dans une population. Voilà. Ceci étant dit, voilà ce que ça peut nous donner comme résultat. Ici, j'ai pris plusieurs exemples pour qu'on voit bien
ce que ça peut représenter. On va commencer par cette première situation-ci. La première situation qu'on a là, où on a une d'éjection moyenne plus ou moins égale, sexe masculin et sexe féminin. Maintenant, je vais poser la question, à votre avis, est-ce qu'il y a une association ici, dans ce cas que j'ai entouré, entre le sexe des patients et la fraction d'éjection? Voilà, là, vous pouvez répondre dans les commentaires en mettant juste soit oui, soit non. Quelle est la tendance des réponses et les avis des uns des autres. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a une association entre le sexe et la fraction d'éjection ventriculaire dans ce premier cas? Voilà, il y a une personne qui pense que non, il n'y a pas d'association. Voilà, non, non. Très bien. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un avis. Non, non, très bien. Voilà, donc on est quasiment unanime pour dire que, ah tiens, quelqu'un qui dit qu'on n'arrive pas à conclure. En réalité, ici, si on regarde, on va voir que la moyenne est de 68,4 pour les personnes de sexe masculin et elle est de 78,4 pour les personnes de sexe féminin. Ça veut dire qu'en réalité, la moyenne est égale dans les deux populations qu'on a. Ça veut dire, si j'ai deux individus devant moi, sexe masculin, sexe féminin, je m'attends que les deux aient à peu près la même valeur de la fraction d'éjection ventriculaire. Donc, à ce moment, je pense que le sexe n'influence pas la fraction d'éjection. Parce que qu'on soit de sexe masculin ou de sexe féminin, on aura probablement la même valeur de la fraction d'éjection ventriculaire. Donc, sur ce premier exemple, on peut dire qu'il n'y a pas d'association entre la fraction d'éjection et le sexe masculin. Bon, peut-être une parenthèse, je pense peut-être que Florian, puisque c'est qu'elle fois conclu, je le dis parce qu'il n'y a pas de valeur P. Mais encore une fois, je le précise, la notion d'association de manière fondamentale n'intègre déjà la valeur P. La valeur P va venir nous aider à dire si l'association est significative ou pas. Mais il faut déjà dire au départ est-ce qu'il y a association ou pas. Donc, je divise ma population en deux groupes, masculin et féminin. La tendance centrale dans les deux groupes de ma variable quantitative, dont la moyenne de la projection c'est masculin et féminin, et je comprends. Si c'est différent, il y a association. Si ce n'est pas différent, alors il n'y a pas d'association. Si on prend la deuxième situation, le deuxième cas ici, je vais encercler en rouge. Voilà la deuxième situation ici. Maintenant, à votre avis, est-ce qu'il y a association ici ou pas entre les deux sexes et fraction d'éjection ventriculaire? J'imagine que si on regarde bien d'après ce qu'on vient de dire, la moyenne chez les hommes, c'est 78, la moyenne chez les femmes, c'est 62. Et on voit que la fraction d'éjection est plus élevée chez les hommes comparée aux femmes. Donc, on va dire que voilà, oui, ici, une association entre le sexe et la fraction d'éjection. Ça, c'est le cas où on a deux variables dont l'une est qualitative et l'autre est quantitative. Maintenant, je vais prendre ce troisième cas que j'ai mis ici à dessin, qu'on va entourer avec une autre couleur, la couleur noire par exemple ici. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut dire de l'étude d'association ici? Vraiment, de manière globale, de manière simple comme ça. Est-ce que, par exemple, là, je peux dire association entre les deux? Ou est-ce que je ne peux pas conclure? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît bizarre dans ce résultat ici? Les uns et les autres peuvent mettre un petit commentaire là pour répondre à cette question. Là, je parle de la situation où on pourrait en noir là. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a association? Est-ce qu'il y a quelque chose qui semble bizarre? Est-ce que, voilà, ainsi de suite. Très bien. Donc, de prime abord, on va remarquer que l'écart qu'on a ici pour le sexe masculin, il est trop grand. Si j'ai une moyenne de 59 et un écart de 63, littéralement, ça va donner l'impression que si on fait 59 moins 63, on est pratiquement à moins 4. Donc, il y en aura, tel que ma variable me dit, il y en a qui ont un écart type, je veux dire une fraction d'éjection négative.
ce qui logiquement n'est même pas possible, ce n'est pas imaginable ça. Et ceci survient justement lorsque la distribution n'est pas normale. Et vous pouvez remarquer que ici, pour le sexe féminin, il n'y a pas de souci. On a un écart qui est suffisamment raisonnable là, en moyenne. Pour le sexe masculin, l'écart est trop grand par rapport à la moyenne. Ce qui veut dire que la distribution n'est pas normale ici. Donc, le paramètre tendance centrale qu'il est bon d'utiliser pour étudier l'association ici serait plutôt la médiane avec l'intervalle interquartile comme paramètre de distribution. C'est pour ça que j'ai repris cet exemple ici, qui en fait représente les mêmes données. Juste que maintenant, on a calculé la médiane interquartile. On voit bien qu'ici, maintenant, la médiane qu'on a, c'est 79. On reste avec pratiquement 78 comme médiane. On voit bien que lorsque la distribution est normale, la moyenne est pratiquement égale à la médiane parce que ces deux populations, c'est la même population. Ici, juste que le premier cas, c'est la moyenne. Le deuxième cas, c'est la médiane qu'on a calculée. Donc, quand la distribution est normale, la moyenne sera pratiquement égale à la médiane. Donc, on a 78,1 ici, 78,1 là. Mais quand la distribution n'est pas normale, la médiane est très loin de la moyenne. Si je devais m'arrêter à ceci et conclure, j'aurais dit que le sexe féminin a une fraction d'éjection plus élevée que le sexe masculin. Quand je calcule les médianes, je me rends compte que non, c'est plutôt le sexe masculin qui a une fraction d'éjection plus élevée comparée au sexe féminin. D'où l'importance de vérifier la distribution et savoir quel paramètre tendance centrale sera utile pour comparer les deux groupes sur ma variable. Je tiens à préciser aussi qu'il s'agit bien ici de la comparaison, je veux dire de la distribution dans chacun des groupes. Ce n'est pas la distribution dans toute la population. La fraction d'éjection dans cette population, par exemple, a une distribution normale. Mais c'est quand je prends les sous-groupes, je me rends compte qu'il y a des sous-groupes qui ont une distribution non normale et d'autres avec une distribution normale. Mais si j'ai au moins un groupe avec une distribution non normale, alors j'utilise les médianes pour les comparer tout simplement. Voilà. On a un autre exemple ici, association entre le sexe et l'obésité. Et comme je l'ai dit, on peut faire la comparaison même lorsqu'on a plus de deux modalités de réponse. Là, j'ai l'obésité ici avec les différentes catégories dont on a parlé. J'ai la fraction d'éjection moyenne plus ou moins écartée. Les écarts sont relativement raisonnables ici avec les moyennes qui vont avec. Maintenant, si on observe bien, on va se rendre compte que ceux qui ont un IMC normal, ou la valeur normale pour obésité, la moyenne c'est 74. On passe au grade 1, c'est 65. On passe au grade 2, c'est 58. Mais quand on revient au grade 3, c'est 73. Ici, on aurait souhaité que la fraction d'éjection soit à moins de 58 ici, et que la fraction d'éjection diminue lorsque l'IMC augmente. Mais on ne peut pas le dire ici parce que ceux qui ont l'IMC le plus élevé ont une fraction d'éjection suffisamment haute qui dépasse même celle de ceux qui ont un IMC plus faible que celui-là. Cependant, face à ce genre de résultats, dans l'étude d'association, par rapport à la question, est-ce qu'il y a association entre obésité et fraction d'éjection? On va dire oui, il y a une association. En fait, on dit il y a association lorsque au moins un groupe a une valeur différente des autres groupes. Donc, même si j'ai 74 pour le premier ici, si le premier que j'ai là, comme on a ici, c'est 74, hein, si tout le reste était à 65, j'aurais dit qu'il y a association. J'aurais eu au moins un groupe avec une valeur différente des autres. C'est pareil, si tous les groupes ont des valeurs différentes, ça veut davantage dire qu'il y a une association. Mais le gros problème va se poser dans le sens de comment j'interprète cette association-là, comment j'utilise ça d'un point de vue clinique. Parce que l'association statistique ici veut simplement dire la catégorie d'obésité a une influence sur la fraction d'éjection ventriculaire. Selon qu'on est de la catégorie normale, ou grade 1, ou grade 2, ou grade 3, on a des chances d'avoir une fraction d'éjection différente. Mais je ne peux pas dire dans quel sens cette différence se trouve. Je ne peux pas, par exemple, dire ceux du grade 3 ont tendance à avoir une fraction d'éjection plus faible ou plus élevée. Parce que, comme on peut bien le voir là, 73 ici, il y a 58, il y a 65, etc. Et pendant l'analyse des données, en général, c'est vraiment la difficulté qu'on rencontre. En général, on n'aura pas toujours quelque chose qui va dans une direction qu'on a voulu, mais on aura souvent des choses qui vont dans un sens plutôt dans l'autre, et ainsi de suite.
C'est pour ça que, et là c'est un avis personnel de l'expérience que j'ai, c'est pour ça qu'il vaut mieux en général en deux catégories. Si j'avais eu ici obèse et non obèse, ça aurait été plus facile pour moi d'interpréter. Par exemple, on revenait ici sur le cas du sexe ici, on a pu facilement dire ici que le sexe masculin a une facilité plus élevée que le sexe féminin. C'est-à-dire que le sexe masculin augmente les chances d'avoir une facilité élevée comparé au sexe féminin. Parce qu'on a juste deux groupes, c'est facile à dire. Mais quand on aura plus de deux groupes, ça va être plus. Mais bon, on voit souvent ça et puis on fait avec, tout simplement. Ceci étant dit, lorsqu'on a dit il y a une question, il ne faut pas perdre de vue le fait que la différence observée peut être liée au hasard. Exactement le même principe que ce que nous avons vu lorsqu'on a parlé de l'association avec les variables qualitatives. J'ai pris ici deux exemples de variables. Ici, j'ai la première variable qui est la première lettre du nom. Le premier groupe, c'est ceux qui ont un nom A et M. Le deuxième groupe, c'est ceux qui ont un nom entre N et Z. André est dans le premier groupe, c'est Narcisse qui est dans le deuxième groupe. Maintenant, il est question donc de voir est-ce qu'il y a une association entre la première lettre du nom et la partie. Et on va voir qu'ici, quand même, ceux qui sont entre N et Z, on va le dire entre A et M, on est à 3. Donc, il y a bien une différence entre ces deux groupes-là. Mais très honnêtement, est-ce qu'on peut dire que la lettre du nom implante la fraction d'éjection? Je ne pense pas. Donc, il va de soi que cette différence que nous observons ici est clairement liée au hasard. C'est vraiment pas pur hasard qu'on a eu plus de valeurs dans le deuxième groupe, dans le premier groupe. Donc, même lorsque j'observe une différence entre deux groupes, comme ce qu'on a vu le sexe masculin et féminin ici, il y a la deuxième question qui va toujours venir après. Est-ce que la différence est le fait du hasard ou est-ce que la différence est vraiment liée à la variable que je suis en train d'étudier ici? Et là, ça nous amène au même principe que ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire qu'il faudra faire un calcul de la valeur P. La valeur P étant la même définition, que j'ai remis la même image qu'on a vu la dernière fois, la probabilité que la différence observée entre les deux groupes soit le fait du hasard. C'est ça la valeur P. Ça veut dire, je suis en train de me poser la question, la différence que j'ai vue ici, par exemple, dans l'exemple entre le sexe masculin et féminin, est-ce que ça, c'est un hasard que j'ai eu ceci? Ou est-ce que vraiment le sexe masculin, peut-être parce que ça fait une musculature plus développée, aura tendance à faire une façon d'éjection plus grande? Ou alors, est-ce que vraiment c'est juste par hasard? Sachant que la compréhension qu'on fait derrière, c'est de dire, si la différence est le fait du hasard, ça veut dire que si je reprends l'étude, je peux avoir un résultat totalement contraire. Si la différence entre hommes et femmes, c'est le fait du hasard, ça veut dire qu'en reprenant l'étude, on peut se rendre compte que c'est plutôt les femmes qui ont une façon d'éjection plus élevée, parce que ça se répartit de manière aléatoire entre les deux groupes. Mais si ce n'est pas le fait du hasard, ça veut dire que si je reprends plusieurs fois, alors j'aurai toujours le sexe masculin qui a une valeur supérieure à celle du sexe féminin. Donc, ça veut dire que le sexe masculin influencerait réellement la fraction d'éjection ventriculaire. Donc, voilà un peu la compréhension. Et la valeur P va nous permettre donc de trancher entre les deux. La valeur P qui est la probabilité que la différence observée entre les deux groupes soit le fait du hasard. Et on sait que si elle est à moins de 0,05, on va dire qu'il est très peu probable que la différence soit le fait du hasard. Et donc, on dira qu'il y a une association significative. Et si elle est supérieure ou égale à 0,05, on va dire qu'il y a de fortes chances que la différence soit le fait du hasard et donc l'association significative. Là, j'ai remis le même tableau qu'on avait tout à l'heure avec les valeurs P qu'on s'attendrait à avoir. Par exemple, pour la première lettre du nom, on a une valeur de 0,821 qui est de loin supérieure à 0,05, qui signifie donc que la différence que j'ai observée entre les deux groupes est très probablement liée au A. Donc, ce n'est probablement pas la première lettre du nom qui influence la façon d'éjection ventriculaire. Et de l'autre côté, pour le sexe, on voit bien que la différence, la valeur qu'on obtient ici est de 0,003, qui est inférieure à 0,005.
Et donc, on va dire la différence observée entre les deux groupes ne serait pas liée au hasard. Donc, il y a une association significative entre le sexe masculin et la fraction d'éjection ventriculaire élevée. Voilà. Et ça, c'est pour dire s'il y a association ou pas, donner la significativité de l'association, mais également, on va mesurer la force de l'association entre les deux variables en faisant une différence de moyenne entre les groupes comparés. Et c'est l'intervalle de confiance. Il y a une erreur là, je peux corriger. Et l'intervalle de confiance, c'est la différence entre ces deux moyennes-là. Mais il faut noter que ça, c'est rarement utilisé dans la recherche en santé. C'est juste que si vous voyez ça, ne soyez pas surpris. En général, lorsqu'on fait ce genre d'association, on va juste se limiter à les moyennes comme ce qu'on a fait ici et donner la valeur. Mais si on veut aller plus loin, on peut calculer la différence entre ces deux modèles. Ici, je vais mettre différence moins 2 avec l'intervalle de confiance à 95%. Voilà ce qui va, par exemple, m'aider à calculer, à mesurer la force de l'association entre les deux variables que j'ai ici. Donc, si on veut calculer cette différence, par exemple, ici, on verra que 78,4 et 62,4, la différence qu'on a si mes calculs sont bons, c'est 16. Si je veux mesurer la force de l'association, je vais voir qu'ici, la différence entre masculin et féminin, c'est 16. Donc, ici, la différence entre le premier groupe et le deuxième groupe, c'est juste 5. Donc, si même l'association était significative ici, on va voir que le sexe influence plus la fraction d'éjection que la première lettre du nom. La différence que j'ai entre les deux groupes est plus élevée dans ce deuxième cas comparé au premier cas qu'on a ici. Là, on va aussi calculer l'intervalle de confiance de cette différence-là pour juger aussi la significativité, comme ce que nous avons dit concernant l'étude d'association avec les variables qualitatives. À la seule différence que ici, la significativité va se juger à la présence de 0 dans l'intervalle de confiance. Ici, je peux avoir l'intervalle de confiance qui va de moins 3 à 6. Ici, j'aurai l'intervalle de confiance qui va, par exemple, de 12, là, de 12 à 23. Je vais voir qu'ici, dans le premier cas, 0 appartient à cet intervalle de confiance. Différence des moyennes. C'est pour ça que la valeur P n'est pas significative. Donc, ça me permet de dire que vraiment, l'association significative entre la première lettre du nom et la fraction d'éjection. Alors qu'ici, 0 n'appartient pas à l'intervalle de confiance entre 12 et 23. Donc, je vois bien que la valeur P est inférieure à 0,05. Et comme je l'ai dit, ça c'est juste pour information. Dans la plupart des articles, vous verrez, on ne met pas l'intervalle de confiance ou la différence de moyenne même entre les deux groupes qu'on a. Donc, on va se limiter à la moyenne et à la valeur P, ce sera suffisant. Ou alors à la médiane et l'intervalle interquartile, et ce sera suffisant comme élément de comparaison. Très bien. Maintenant, les tests statistiques qu'on va utiliser, ça c'est juste vraiment pour information. Voilà, mais pour ceux qui sont intéressés à la statistique, il faut connaître ça parce que quand on va voir l'utilisation des SPSS, c'est à travers ces tests qu'on va faire l'analyse des données. Donc, les tests statistiques, c'est pour calculer la valeur P. Donc, la valeur P qu'on a vu précédemment, c'est le test statistique qui va m'aider à faire ce calcul-là. Comparer les moyennes entre deux groupes, on va utiliser le test T de student. Donc, quand vous n'entendez pas le test de student, c'est par exemple ce qu'on a utilisé ici. Voilà, ici, par exemple, c'est avec un test de student, on va comparer les moyennes entre les deux groupes et calculer cette valeur P qu'on a obtenue là. Maintenant, si je veux plutôt comparer les médianes, je vais utiliser ce qu'on appelle le test de Mann-Whitney-Coxon. Bon, ne vous fiez pas au nom, hein, c'est juste compliqué pour rien, mais c'est en quelques clics qu'on a la réponse dans les dossiers d'analyse statistique. Ça, c'est quand la distribution n'est pas normale, je vais utiliser les médianes que je compare avec ce test. Si j'ai plus de 2 groupes, par exemple 3 groupes ou 4, comme ce qu'on a vu pour l'indice de masse corporelle, et que je veux comparer les moyennes, on va utiliser ce qu'on appelle l'analyse de variance, ou en anglais, analysis of variance. Donc, on a abrégé ANOVA. Ici, c'est les médianes que je veux comparer entre plus de 2 groupes
c'est le test de Kruskal-Wallis que je vais utiliser pour calculer les valeurs P. Donc, si par exemple, pour l'IMC, comme on a vu précédemment, si la distribution n'était pas normale dans au moins l'un des groupes, on ne pouvait pas utiliser l'analyse des variances. Donc, c'est les médianes qu'on devait comparer. Et là, on aurait appliqué un test de Kruskal-Wallis. Et j'ai noté en remarque là, il faut savoir aussi, que lorsqu'on veut faire un test de comparaison des moyennes, il y a une autre condition qu'on doit vérifier qu'on appelle l'homocédasticité. Mais ça veut simplement dire que l'écart type doit être à peu près égal entre les deux groupes. Ça veut dire homocédasticité. Donc, ça veut dire qu'ici, par exemple, on regarde ici, l'écart type est à peu près égal entre ces deux groupes-ci. C'est-à-dire que j'ai 8,4 et 10. C'est à peu près la même chose, ce n'est pas très éloigné. Ou si il y a 10,4 et 6,4, ce n'est pas très éloigné aussi. Donc, l'écart type est à peu près égal entre les deux groupes. Mais si je reprends l'exemple qu'on a vu ou sinon beaucoup plus loin en arrière, à cet exemple-ci, il ne pouvait même pas se prêter à la comparaison des moyennes. Je prends cet exemple qu'on a ici. Voilà, j'y arrive là. Celui-ci ne pouvait même pas se prêter. Parce que non seulement la distribution n'est pas normale, mais l'écart de 63 ici, alors que là, il est de 10,4. Ce qui est totalement différent l'un de l'autre. Donc ici, on va dire qu'il n'y a pas égalité entre les écarts types et donc on ne peut pas utiliser un test de comparaison des moyennes. Si la distribution avait été normale. Donc, il faut juste noter ça entre parenthèses pour savoir que voilà, quand je veux faire un test de comparaison des moyennes, en plus de la distribution normale que je dois avoir dans les groupes que je compare, il faut aussi qu'il y ait égalité d'écart type entre les deux groupes ou encore égalité de variance. C'est ça qu'on appelle homocédasticité. Deuxième exemple pratique, je vais ouvrir un article que j'ai trouvé en ligne là, juste pour que vous voyez que ce dont on est en train de parler, ce n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est réellement des notions qui sont utilisées par des personnes et dans les articles pour que vous puissiez comprendre et se rendre compte de cela. Donc, je vais ouvrir un article qui est disponible en ligne, voilà, que vous pouvez télécharger même d'ailleurs, et qui revient un peu sur cet exemple-là de l'association où il y a des variables quantitatives et des variables qualitatives. Voilà, je l'ai là. Je vais partager l'écran ici. Très bien. Donc, il s'agit d'une étude, je vous le titre, qui évalue les facteurs associés à la qualité de vie des patients avec le questionnaire de l'OMS qu'on connaît tous pour ceux qui ne savent pas. Donc, il s'agit de voir quels sont les facteurs qui ont une association avec la qualité de vie. Le score de l'OMS, c'est un score qui est quantitatif, qui est entre 0 et 100. Je vais agrandir à ceux qui pourront prendre l'article le lire aussi. On peut bien voir ici, c'est un score qui a des items et qu'on va coter entre 0 et 100. Donc, c'est effectivement un score qui est quantitatif. Et quand on va ici associer avec ce score ne sont pas quantitatifs, ils sont qualitatifs. Ici, par exemple, on a le sexe, on a d'abord l'âge entre 60 et 69 et plus de 70, on a le sexe, le niveau d'études, et ainsi de suite. Vous allez remarquer que dans ce tableau, par exemple, les auteurs ont préféré mettre toutes leurs variables en deux modalités de réponse. Même on pouvait avoir plus de deux modalités de réponse. Pour l'âge, on aurait pu avoir des tranches de 10. Ça aurait donné plus de deux réponses. Le niveau d'études, on aurait pu avoir plus de deux réponses. Mais on pouvait mettre en deux parce que mais mieux être le résultat. Ici, ils ont calculé les moyennes, parce que la distribution était normale. On voit bien que pour le premier, pour la moyenne, c'est 50. Pour le deuxième, pour la moyenne, c'est 47. Donc, ici, il y a une association. Et les écarts ne sont pas très différents. 9,6 et 10,6, c'est la même chose. Alors, on nous dit que l'association qu'on a observée n'est pas significative parce que 0,256 est supérieur à 0,05. Voilà, par exemple, le cas du niveau d'études ou bien le type de famille ici, soit la famille nucléaire, la famille étendue. On voit que ceux qui sont issus de la famille étendue, la moyenne du score, c'est 50. Ceux qui sont issus de la famille nucléaire, c'est 49 et la valeur est significative. Donc ici, il y a réellement une association significative entre
le type de famille et la qualité de vie des personnes. C'est pareil pour le statut matrimonial, ceux qui vivent avec un partenaire et les personnes qui vivent seules, soit divorcées ou veuves ou séparées. La différence est également significative dans ce cas. Donc, c'est pourquoi vous voyez qu'en réalité, ce dont on est en train de parler, ce n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est vraiment utiliser dans les articles pour faire une étude d'association. Et si vous prêtez attention ici, je vais prendre mon curseur là, si vous pouvez en noter avec, vous allez voir qu'ils disent bien la différence entre les moyennes a été calculée grâce au test de student. Le test que c'est en train de souligner de student. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment des choses qu'on utilise. Si on revient même à ce qui est un peu plus loin ici, plus bas là, le dictionnaire de l'OMS a plusieurs domaines. Il y a la qualité de vie physique, psychologique, les relations sociales et environnementales. Ici, ils ont regardé les facteurs associés à chacun de ces domaines qui est une variable quantitative. Est-ce qu'il y a tout muscles qui affecte l'un ou l'autre des domaines? Est-ce qu'il y a l'hypertension? Là, on a donc les deux groupes, la moyenne dans chacun des groupes et la valeur qui est calculée pour juger de la significativité. Là encore, c'est un test de comparaison des moyennes qu'on a pris pour regarder l'association entre une variable qualitative d'une part et une variable quantitative d'autre part. Et je vous fais remarquer qu'ici, comme je l'ai dit plus tôt, ils n'ont pas calculé la différence de moyenne. Parce que c'est ça qui aurait permis de voir, par exemple, ici, quel est le facteur qui influence le plus la qualité de vie? Quel est le facteur qui a la plus grande force d'association? Il aurait fallu calculer les différences de moyenne ici pour trouver la force d'association. Mais très souvent, on ne va pas utiliser ce facteur-là. Très bien. Donc, ça, c'est un exemple pratique pour montrer à quoi et montrer qu'effectivement, c'est des choses qu'on utilise en recherche. Maintenant, avancer sur une notion qui est capitale. Je n'ai pas fait allusion à ça depuis le début. Il fallait déjà qu'on s'accommode dans la notion d'association pour entrer dans cet autre facteur, la notion d'appariement des données. Et là, je le mets en rouge parce que si on ne tient pas compte de cela, on a un résultat qui est complètement faux. Et malheureusement, ça arrive très souvent dans les études qu'on fait chez nous ici. Pas plus tard que l'an dernier, j'ai travaillé avec une étudiante. Ce qui les données étaient à Paris, vous comprendrez dans la suite. Mais lorsqu'on a appliqué les tests pour les échantillons à Paris, les valeurs P n'étaient plus significatives comme l'encadreur le souhaitait. Du coup, l'étudiant a changé de statisticien et donc a vu quelqu'un d'autre qui a fait les tests que l'encadreur voulait. Et malheureusement, c'est ça qui a été utilisé en soutenance. Or, lorsqu'on a fait statistique dans le choix du test, c'est donc quoi cette notion d'appariement? On dit que les données sont apparues lorsque le lien ou la relation entre une observation du premier et du deuxième groupe est plus forte, cette relation, que la relation entre deux observations du même groupe. Je vais prendre l'exemple, on va comprendre dans la suite. Données apparues, ça veut dire, dans les groupes que je suis en train de comparer, quand je regarde deux réponses du premier et du deuxième groupe, il y a plus de liens entre ces deux données-là qu'entre les données du même groupe. Et comme je l'ai dit, cette notion est déterminante pour les tests statistiques. On va prendre un exemple ici. Je fais une étude où je veux voir l'association entre le rang du jumeau et l'infection néonatale. Ça veut dire, est-ce que selon qu'on a le premier ou le deuxième jumeau, on a plus de chances ou non d'avoir une infection néonatale? Ça, c'est une association entre deux variables qualitatives. Le rang du jumeau, c'est une variable qualitative. Et la présence de l'infection néonatale, c'est une variable qualitative, tout simplement. Maintenant, les deux groupes que j'aurais à comparer, c'est une étude où on peut aller dans une maternité, voilà, et on cible les femmes qui ont une grossesse gémellaire. Et à chaque fois qu'elles vont accoucher, on va suivre les deux jumeaux pour voir est-ce qu'il y a infection au cours du suivi. Et donc, à la fin, les deux groupes que j'aurai à comparer, c'est jumeau 1 et jumeau 2. Et je vais voir dans les deux groupes quelle est la fréquence de l'infection néonatale. Donc, ça nous donnerait un tableau. Bon, je vais essayer d'esquisser là pour voir ce que ça peut donner comme tableau. Voilà, ça nous donnerait un tableau où c'est, par exemple, comme ceci. Voilà, j'ai ici ma variable indépendante que je vais mettre là et la variable dépendante qui va venir en colonne ici.
nous donnerait donc là, par exemple, puis ici, mot 2. Voilà. Que ce soit sur le... Ici, on aurait un non natal. Donc, infection. Association entre le rang du jumeau et non. Vraiment avec l'exemple précédent qu'on a vu, deux variables qualitatives. Mais pourquoi on dit que les données sont à part? Vous remarquez bien, j'ai mis le cercle là pour dire la relation que j'ai entre ce jumeau-ci, voilà, ce jumeau-ci, et celui que j'ai ici, est plus forte que la relation entre celui-ci et l'autre qu'on a en bas. Ça, c'est par exemple deux jumeaux issus de la première grossesse, du premier accouchement. Ça, c'est deux jumeaux issus d'un accouchement, ainsi de suite, ainsi de suite. Si la mère de ce premier jumeau est diabétique, alors la mère de ce deuxième est diabétique aussi. Si la mère de ce premier jumeau a eu une fièvre pendant le travail, la mère de celui-ci a eu une fièvre aussi, parce que les deux sont issus de la même grossesse, du même accouchement. Alors que si la mère de ce premier jumeau a une fièvre, ça n'influence en rien la température de la mère de cet enfant qu'on a ici. C'est pour ça qu'on va dire que la relation que j'ai, le lien que j'ai entre ces deux individus, or que le lien que j'ai entre ces deux individus-ci. D'ailleurs, il n'y a aucun lien entre deux-ci individus. Ce n'est pas le lieu de l'accouchement. Mais entre ces deux, ils ont la même mère. Parce que les antécédents obstétricaux seront identiques pour ces deux jumeaux. Et donc, ça fait que je ne peux pas me comporter comme si il n'y avait pas de lien entre ces individus. Et voici un exemple où on a vraiment... Si je veux voir, est-ce qu'il y a une association entre la pré-éclampsie et l'infection néonatale? Alors, je peux prendre des grossesses monofœtales simplement. J'ai un groupe de femmes avec pré-éclampsie, un groupe sans pré-éclampsie. Il est clair qu'on n'a aucun lien entre ces deux femmes-ci parce que certainement elles ne se connaissent même pas. Et aucun lien entre ces deux femmes parce qu'elles ne se connaissent pas non plus. C'est vraiment des données qui sont totalement indépendantes. Alors que pour le cas précédent, on n'a pas cette indépendance-là. Les individus du groupe sont liés à certains individus correspondants dans le groupe 2. Et juste parce qu'on a cet appariement de données, ça modifie le test statistique qu'on va utiliser. Je vais me donner dans la suite quelques tests statistiques à utiliser. Mais il faut comprendre que quand je fais une étude d'association, je dois toujours m'interroger, est-ce que les données que j'utilise, sur lesquelles je travaille, sont appariées ou pas? Là, on a quelques exemples ici. Dans les études avant-après, par exemple. Donc, je peux faire une étude comme l'exemple que quelqu'un a posé l'autre jour, l'effet du moringa, par exemple, sur la glycémie des patients. Je prends les patients avant, je mesure la glycémie chez 20 patients. Ensuite, je leur donne la plante, le moringa, et je les revois peut-être quelques heures plus tard, et je mesure encore la glycémie chez ces patients-là. Vous convenez avec moi qu'un patient qui avait une glycémie de 3 au départ a de fortes chances d'avoir une glycémie élevée après, par rapport à un patient qui avait une glycémie de 0,8 au départ, qui a de fortes d'avoir une glycémie après aussi normale. Donc, ça fait que quand je vais comparer la série de données d'avant, la série de données après, il y a un lien entre les réponses de avant et après. Et donc, je vais utiliser les tests statistiques qui sont destinés aux échantillons apparaît. C'est le cas quand on fait une étude aussi sur les yeux, parce que je sais que, imaginons un essai clinique qui évalue l'effet d'un médicament sur la conjonctivite. Et je prends uniquement les individus qui ont une conjonctivite bilatérale. C'est-à-dire que les personnes, j'aurais l'œil gauche et l'œil droit, par exemple. Ici, j'ai l'œil gauche, ici, j'ai l'œil droit. Et le principe, c'est que si les patients ont une conjonctivite bilatérale, je vais donner le traitement A sur l'œil gauche, je vais donner le traitement B sur l'œil droit. À chaque fois, je donne le même traitement. Donc, à la fin, quand je vais comparer le groupe qui a reçu le traitement A au groupe qui a reçu le traitement B, je dois tenir compte du fait que ces données-là sont appariées. Parce que quand un individu a diabétique et a un œil gauche, donc c'est œil gauche de patient diabétique, de l'autre côté, j'ai aussi un œil droit de patient diabétique forcément, parce que c'est le même patient qui a cette comorbidité-là. Et ça va influencer le test statistique que j'aurai à utiliser. Et là, j'ai donné quelques exemples de tests qu'on va utiliser dans ces cas-là. Quand j'ai affaire aux variables qualitatives, comme ce qu'on a vu précédemment,
rang du jumeau et infection néonatale, on va utiliser le test de Mark-Neyman. Quand j'ai affaire à la comparaison de moyenne, comme ce qu'on a vu plus tôt, je vais utiliser ce qu'on appelle le test de Student pour échantillon apparié. Il y a le test de Student simple pour échantillon indépendant. Il y a le test de Student pour échantillon apparié, quand les données sont appariées entre elles. Si c'est plus de deux groupes de comparaison, c'est ce qu'on appelle analyse de variance à mesure répétée. Donc, repeated measure analysis of variance. Ça, c'est quand je dois comparer les moyennes. Mais si je dois comparer plutôt les médianes, je vais utiliser le test de Mann-Whitney pour échantillon apparié. Et ça, c'est capital, j'insiste dessus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des études où les données sont appariées. Et si on ne prête pas attention, alors on choisit les mauvaises statistiques et on a les mauvais résultats parce que les valeurs qu'on obtient ne sont plus exactes. Et malheureusement, le C statistique, lui, il fait le calcul sur tout. Même si ce que je lui demande n'est pas logique mathématiquement, il fera quand même le calcul, il va me donner un résultat juste comme ça. Là, on a fini avec l'association entre une variable qualitative et une variable quantitative. Lorsqu'on a affaire à deux variables quantitatives, c'est ce cas qu'on va voir maintenant, déjà, il n'est pas possible de faire un tableau parce qu'on a deux variables quantitatives. Pour les cas présents, on avait une qualitative qui nous permettait de faire un tableau. Mais ici, quand les deux sont quantitatifs, on ne peut pas faire un tableau. On va juste calculer ce qu'on appelle le coefficient de corrélation linéaire. Maintenant, on a deux coefficients de corrélation linéaire qu'on peut calculer. Il y a le coefficient de Pearson, le coefficient de Spearman. Le coefficient de Pearson, c'est calculé quand la distribution est normale pour les deux variables quantitatives. J'insiste bien sur les deux variables. Si l'une est normale et l'autre n'est pas normale, on va utiliser le coefficient de corrélation de Spearman parce que c'est celui-là qui est adapté à ces cas-là. On va voir quelques exemples dans la suite. Et il faut préciser que l'absence de corrélation linéaire n'est pas synonyme d'absence d'association. Parce que je peux avoir une association qui n'est pas linéaire, qui n'est pas une corrélation linéaire entre les deux variables. Par exemple, dans la suite. Quand on calcule le coefficient de corrélation, ça s'appelle R, le R de Pearson. Si la valeur de R, enfin, si le nuage de points que j'ai, le nuage de points, ça veut dire que je prends les deux variables, une variable 2. Chaque point représente un individu. Donc, l'individu a peut-être une valeur, je sais pas, de 17 ici, variable 1 et de 5 sur la variable 2. Je mets un point à chaque fois pour chacun des individus. Ça me donne donc un nuage de points. Et à la fin, je vais tracer une ligne qui est le milieu. Et l'orientation de cette ligne va me dire quel est le sens de la relation entre les deux variables. Ici, par exemple, quand j'ai les points qui vont croissant vers la droite, on sait que le coefficient de corrélation sera supérieur à 0. Et là, on va dire qu'il y a une corrélation positive. Ça veut dire que quand la variable 1 augmente, la variable 2 augmente aussi. Donc, il y a un lien, il y a une association entre ces deux variables-là. Si par contre R est égal à 0, le trait est horizontal, ici, je vais dire qu'il n'y a pas de corrélation linéaire. Je me rends compte qu'il y a certains qui ont une faible valeur pour la variable 1 et qui ont une valeur élevée pour la variable 2. Il y a d'autres qui ont une forte valeur pour la variable 1 et qui ont une valeur élevée pour la variable 2. La variable 1 ne semble pas vraiment influencer la variable 2. Alors qu'ici, pour la plupart de ceux qui avaient une faible valeur pour la variable 1, la variable 2 était faible aussi. La plupart de ceux qui avaient une forte valeur pour la variable 1 avaient aussi une forte valeur pour la variable 2. Donc, je peux me dire qu'il y a une relation entre les deux variables ici, contrairement à ce cas-ci. La deuxième option, c'est quand les données vont décroissant quand on va vers la droite. Ça veut dire que quand la variable 1 est faible, la variable 2 est élevée. La variable 1 est élevée, la variable 2 est faible. Et là, le coefficient de corrélation, il sera inférieur à 0. Alors, on va dire ici qu'il y a une corrélation inverse entre mes deux variables ici. C'est le nuage de points qui va nous aider quand on a deux variables quantitatives. Et là, avant de revenir ici, je vais prendre un exemple pratique. Voilà, que je vais partager aussi là. Vous voyez comment on utilise ça. Est-ce que ça peut suivre? Je vais ouvrir un autre article là, où on a une étude de corrélation entre les variables. On l'a ici, très bien. Ici, par exemple, on a
deux variables quantitatives là. Bon, il y a une corrélation entre l'implémentation des standards d'énergie, donc du respect du niveau d'énergie que le personne doit dépenser, l'indice de masse corporelle. Si on voit bien qu'il y a un nuage de points, bon, c'est vrai qu'ils ont fait deux nuages de points sur le même graphique. On a un nuage qui est rouge, un autre qui est bleu. Voilà. Et j'ai le trait qui passe là pour les bleus et le trait qui passe pour les rouges. Si on regarde bien, on va voir qu'ici, ils ont donné les valeurs du coefficient de corrélation pour le premier et pour le second. Voilà, c'est vrai que je ne sais pas qu'est-ce qui est bleu, qu'est-ce qui est rouge. Mais on a bien deux valeurs, un R qui est à moins 0,7 qui est à moins 0,08. Bon, j'imagine que le 0,08 doit être celui qui est rouge parce que ça moins à brut et 0,7 ça doit être celui qui est bleu. Donc là, je peux clairement dire qu'il y a une corrélation inverse entre ces deux paramètres qui sont en train de calculer ici. Et donc, il y a une association entre ces deux variables quantitatives-là. Maintenant, il y a un point, là on va venir sur la présentation. J'ai dit, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de corrélation linéaire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'association. Je vais prendre l'exemple d'une autre figure là, que je vais dessiner moi-même ici, et voir ensemble, en fait, si on peut dire oui ou non qu'il y a une association entre ces deux variables-là. Imaginons, donc je vais faire un nuage de points là, j'ai une variable, j'ai mon axe qui est là, avec les deux variables, et j'espère qu'il pourra nous donner quelque chose d'intéressant là. Permettez que je prenne autre chose très bien. Voilà. Imaginons que j'ai des points comme ceci. Voilà, j'ai des points là. J'ai d'autres qui remontent ici. Très bien. Voilà. Par exemple, cette répartition des points entre la variable 1 et la variable 2. Si je veux tracer un trait, la ligne qui passe par le milieu de l'ensemble des points, mon trait aura tendance à être plutôt comme ceci. Pour passer par le milieu de la plupart des points. Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de relation linéaire entre les deux. La relation que j'ai entre les deux ne suit pas une droite. Mais si je voulais vraiment voir une relation, j'aurais dû plutôt avoir un trait, par exemple, comme ceci. Et c'est ça le trait qui passe par le plus grand nombre de points. On voit qu'en faisant ce trait-là, ça a vraiment l'air de montrer une relation entre mes deux variables. Dans le sens où la variable 1, elle augmente, la variable 2 diminue d'abord jusqu'à un certain point. Ensuite, la variable 2 commence à augmenter. Donc, la variable 2 varie vraiment en fonction de la variable 1, juste que cette variation-là n'est pas linéaire, ça ne suit pas une droite. Maintenant, ces autres formes de corrélation, on a les corrélations exponentielles, les corrélations logarithmiques, ça, ce n'est pas vraiment le domaine de la santé. Très souvent, on va se limiter. Est-ce qu'il y a une corrélation linéaire ou pas entre les deux variables quantitatives que j'étudie? Mais s'il n'y a pas de corrélation linéaire, je dois bien me dire qu'il peut y avoir une autre forme de corrélation, juste que utiliser dans la recherche en santé. Et on a ce tableau qui résume en fait les façons d'interpréter la corrélation entre les variables quantitatives. Quand on a deux variables quantitatives, on peut utiliser l'association. Si la corrélation est égale à 1, le coefficient de corrélation est égal à 1, je vais dire une corrélation linéaire parfaite positive. Si c'est moins 1, je vais dire une corrélation linéaire inverse. Entre 0,9 et 1, on parle de très forte corrélation, 0,09 forte, corrélation modérée, corrélation faible et corrélation négligeable. Corrélation suivant ces différents intervalles. Sachant que R sera supérieur à 0 sur une corrélation positive, R est négatif inférieur à 0 sur une corrélation inverse. Il faut comprendre aussi que R est toujours compris entre moins 1 et 1. On ne va jamais avoir un R qui dépasse ou qui est en dessous, qui dépasse 1 ou qui est en dessous de moins 1. Voilà. Et une parenthèse, c'est que ce tableau, par exemple, je l'ai capturé, j'ai juste filmé du guide pratisation de la recherche quantitative. Donc, il revient en fait encore sur toutes ces notions d'association des différentes variables. Ça, c'est pour l'association entre deux variables quantitatives.
Et ça, c'était le premier point qu'on avait à faire. Association entre une quantitative et une qualitative. Association entre deux variables quantitatives. En principe, on n'a pas un autre cas de figure que ces trois cas que nous avons vus. Donc, soit j'ai deux variables qualitatives, soit c'est une qualitative et une quantitative, soit c'est deux variables quantitatives, selon les variables dépendantes et indépendantes que j'ai définies dans mon étude. Ceci étant dit, le point suivant maintenant, c'est la notion de facteur de confusion. La notion de facteur de confusion. Et on va dire qu'il y a un facteur de confusion. Là, on va dire un facteur de confusion lorsque il y a une variable qui influence la relation entre deux variables. Voilà, c'est ça qui est là. C'est un facteur qui influence la relation entre deux autres variables. Ça veut dire, je suis dans une étude où je recherche les facteurs associés à un événement. Par exemple, on prend le cas le plus simple, ce sont des variables qualitatives. J'observe bien les facteurs qui sont associés et de manière significative avec la valeur P. Maintenant, je dois me rendre compte que une variable peut influencer la relation que j'ai entre deux autres variables. J'ai l'exemple classique qu'on prend souvent qui permet vraiment de comprendre cette notion. Je vais dans un hôpital, je veux voir quels sont les facteurs associés à l'infection post-opératoire. J'ai comme variable indépendante le chirurgien, la technique opératoire. Donc, j'ai le chirurgien A et le chirurgien B. J'ai la technique 1 et la technique 2. A, les variables de l'association avec la présence ou non d'une infection post-opératoire. Et on va remarquer que pour le chirurgien, j'ai 40% d'infection ici. Voilà, là j'ai 40% d'infection. Là j'ai 20%. Donc, il y a vraiment plus d'infection avec le chirurgien A par rapport au chirurgien B. Je me dis peut-être que c'est le fait du hasard. Je regarde la valeur et je me rends compte qu'elle est à 0,003, donc à moins de 0,05. Ça veut dire que la différence que j'ai observée ici n'est pas le fait du hasard. En tout cas, il y a très peu de chances que ce soit le fait du hasard. Donc, je peux dire qu'il y a une association significative entre le chirurgien A et la survenue des infections post-opératoires. Et c'est le même scénario qu'on a pour la technique. C'est la technique opératoire 1 et la technique opératoire 2. Et j'ai plus d'infections pour la technique 1 par rapport à la technique 2. Et la valeur P est à moins de 0,01. Ce qui aussi est significatif. Maintenant, lorsqu'on regarde de près, on peut se rendre compte que le chirurgien a surtout utilisé la technique 1, alors que le chirurgien B a surtout utilisé la technique 2. Et donc, la question va se poser maintenant. Est-ce que les complications que j'ai observées ici, c'est vraiment à cause de la qualité du chirurgien ou alors est-ce que c'est parce que j'ai une technique opératoire qui a plus de morbidité qu'on a observé, plus de complications chez ces chirurgiens-là? Donc, l'idée ici, c'est de dire la technique opératoire peut avoir influencé la relation entre le chirurgien et la suite des infections. Parce qu'il est possible que les deux chirurgiens soient totalement équivalents, qu'ils aient la même compétence en termes de prévention des infections. Mais juste parce que le chirurgien A pris une technique qui fait plus de complications que le chirurgien B, alors le chirurgien A finit par avoir plus d'infections que le chirurgien B. Et là, on va donc dire que la technique opératoire est un facteur de confusion pour la relation entre le chirurgien et la survenue des infections. Et ceci peut s'appliquer à toutes les études où on a une étude d'association. Par exemple, on a vu précédemment, je prends n'importe quel exemple qu'on a déjà vu, la relation entre le rang du jumeau et l'infection post-opératoire. Je veux dire l'infection néonatale. Je peux observer que justement, dans le groupe des premiers jumeaux, on a plus d'infections que dans le groupe des deuxièmes jumeaux. La valeur peut être significative. Mais je peux constater aussi que, en général, les premiers jumeaux ont un poids de naissance plus élevé que les deuxièmes jumeaux. Maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce que les deuxièmes jumeaux ont plus d'infections à cause de leur rang de deuxième jumeau ou alors est-ce que c'est plutôt du fait de leur faible poids de naissance qui les expose naturellement à plus d'infections? Donc, la question va vraiment se poser pour l'existence ou non d'un facteur de confusion. Et il faut bien préciser que
Même lorsque l'association est significative, comme on peut le voir ici, l'association qu'on observe peut être due à un facteur de confusion. C'est pour ça que bon, ce graphique de facteurs de confusion pour dire que, en général, j'ai une exposition. On a ici, j'ai une exposition et j'ai un outcome que j'étudie. Et j'ai cette relation principale donc, que je suis en train de regarder. Mais je peux avoir un facteur par derrière qui est associé à l'exposition et qui est aussi associé au outcome. Et donc, qui finalement peut créer la confusion dans cette relation-là. Comme par exemple ce qu'on a vu pour la diapositive précédente. On avait l'autre exposition qui est chirurgien, et l'autre outcome qui est l'infection du site opératoire. Donc, je trouve que derrière, il y a la technique opératoire qui est associée au chirurgien. Le chirurgien A pour la technique 1, le chirurgien B pour la technique 2. L'opératoire est aussi associé aux infections. Parce que la technique 1 fait plus d'infections, la technique 2 moins d'infections. Et c'est ça qui me fait donc créer un effet de confusion ici dans la relation entre le chirurgien et la technique opératoire et les infections, pardon. Donc, ce serait de dire là, on a le chirurgien ici, on a les infections là, la technique opératoire qui vient donc être le facteur de confusion dans la relation entre ces deux éléments. Et c'est important de considérer cette notion de confusion parce que ça nous permet de mieux étudier les relations, de mieux étudier les facteurs associés à un outcome bien précis. Comment est-ce qu'on fait donc pour contrôler l'effet de ces facteurs de confusion? Parce que si on ne peut pas les contrôler, on risque de tirer des fausses conclusions. Par exemple, si on a pris l'exemple précédemment, s'il se base sur ces tableaux, il va envoyer le chirurgien en formation parce qu'il va estimer que celui-ci me fait significativement plus de complications. Alors qu'il aurait fallu, par exemple, demander d'utiliser tous la technique B et se rendre compte que les infections auraient significativement diminué dans l'hôpital. Donc, comment on fait pour contrôler l'effet de facteurs de confusion? Il y a trois options qui s'offrent à nous. La première option, c'est l'appariement. Mais ça se fait lors du recrutement. La deuxième option et la troisième se font lors de l'analyse des données. La deuxième option, c'est faire une analyse en sous-groupe, une analyse stratifiée, comme on dit souvent. La troisième option, c'est faire une analyse multivariée, parmi lesquelles donc la régression logistique. L'appariement, je vais juste expliquer, c'est de dire, si par exemple, je veux voir réellement l'effet du chirurgien sur la suite des infections, indépendamment de la technique, je peux apparier sur la technique opératoire. Ça veut dire quoi? À chaque fois que le chirurgien a opéré un patient avec la technique 1, je peux m'arranger à ce que le chirurgien opère aussi avec la technique. Supposons qu'en rouge, là, c'est la technique 1 et qu'en bleu, on a influence l'association entre deux autres variables. J'ai expliqué l'exemple du chirurgien et la technique opératoire, où la technique peut être le facteur de confusion dans la relation entre le chirurgien et la survenue des infections. Et j'étais en train de dire, l'association, on va exclure l'effet des facteurs de confusion apparemment, soit par une analyse en sous-groupe ou alors par l'analyse multivariée. Très bien. Et pour le point sur le moment du recrutement, c'est que il s'agira en fait, dans la collecte des données, de fonctionner chaque fois que j'ai supposé qu'en rouge là, c'est la technique 1, voilà, et puis en bleu, on a la technique 2. Voilà les deux techniques que nous avons ici. La question qu'à chaque fois que j'ai un patient avec la technique 2, c'est le chirurgien B, le chirurgien A prend également la technique 2. Si j'ai un patient avec la technique 1 ici, l'autre prend la même technique. Si j'ai la technique 1 ici, l'autre prend la même technique. Et à chaque fois, on va s'arranger donc à faire cet appariement entre les deux chirurgiens sur notre variable potentiellement confondante qui est la technique opératoire. Et donc, on va voir qu'à la fin ici, le chirurgien a opéré 4 patients sur 6, à peu près 66 patients avec la technique 2. Le chirurgien B aussi a opéré 4 sur 6 avec la technique 2. Le chirurgien A a opéré 2 sur 6 avec la technique 1. Le chirurgien B a opéré 2 sur 6 avec la technique 1. Donc, en réalité, on a
la même fréquence de la technique 1 chez le chirurgien A et le chirurgien B. Donc, si je fais cet appariement pendant que je fais le recrutement, alors au moment de l'analyse des données, je ne peux plus dire que c'est à cause de la technique opératoire que le chirurgien A plus de complications. Parce que les deux ont appliqué la même technique opératoire dans les mêmes proportions. Et donc, si à la fin, j'ai plus d'infections chez un chirurgien comparé à l'autre, ça veut dire que c'est vraiment ce chirurgien-là qui doit avoir des problèmes à la prévention de l'infection parce que les deux auront été appariés sur la technique opératoire. Ça, c'est le premier moyen pour contrôler les facteurs de confusion. Le deuxième moyen, c'est ce qu'on appelle l'analyse stratifiée ou l'analyse en sous-groupe, ou encore l'analyse en strat. Il s'agit de quoi? C'est de faire l'analyse entre mon expression et mon outcome qui m'intéresse dans chaque groupe de la variable de confusion. Ça veut dire quoi? Je vais par exemple prendre uniquement les patients qui ont opéré avec la technique 1. Je compare le chirurgien A avec le chirurgien B. Donc, si je prends uniquement les patients de technique 1, je me rends compte, par exemple, que en prenant ces patients-là, j'ai 30% d'infection pour le chirurgien A, 40% d'infection pour le chirurgien B. Ça veut dire qu'à technique égale, les deux chirurgiens font la même proportion de complications. Et donc, à ce moment, je peux aisément dire que ce que j'ai observé précédemment sur cette diapositive-ci, ce que j'ai observé là, était vraiment dû à la technique opératoire. Parce que si je prends la technique 1 pour les deux chirurgiens, et juste parce qu'on a la même technique, les deux ont maintenant le même nombre de complications, ça veut dire que ce qu'on avait observé ici, c'est effectivement parce que le chirurgien avait plus utilisé la technique 1, le B avait beaucoup plus utilisé la technique 1. Si par contre, quand je prends la même technique, on a plutôt cette situation-ci. C'est-à-dire, la technique égale, le chirurgien A fait encore plus de complications que le chirurgien B. Ça veut dire qu'en réalité, le chirurgien A est vraiment plus mauvais que le chirurgien B dans la prévention des infections post-opératoires. Donc, l'analyse stratifiée, en fait, me permet de ne plus avoir l'effet du facteur de confusion et de me limiter simplement à l'effet de mon exposition sur le outcome. Mais ça également, c'est rarement utilisé dans la recherche. Très souvent, on ne va pas faire l'analyse en strat. Parce que vous voyez bien que si je fais ça pour la technique 1, il me faut faire la même chose pour la technique 2. Donc, prendre les patients qu'on a opérés à la technique 2, aussi bien chirurgien A que chirurgien B, et comparer les infections dans ces deux groupes-là. La deuxième méthode donc, pour contrôler l'effet des facteurs de confusion, c'est l'analyse multivariée. Et c'est ça qu'on va utiliser la plupart du temps. C'est d'ailleurs dans ce groupe que rentre ce qu'on a appelé la régression logistique. Donc, je vais essayer d'expliquer le plus simple possible sans intégrer les notions de mathématiques, parce que la mathématique qu'il y a derrière est assez complexe quand même. Il faut intégrer les notions de logarithme népérien, d'exponentiel et tout le reste. Mais on va essayer d'expliquer de manière suffisamment simple pour qu'on puisse le comprendre sans avoir besoin de ces notions de mathématiques. Donc, l'analyse multivariée consiste à évaluer l'effet d'une variable ou d'un facteur sur un outcome indépendamment des autres outcomes, des autres facteurs qu'on a, je veux dire. Et la machine fait ce que le logiciel fait, elle écrit une équation sous la forme qu'on a ici, sous la forme y égale à x1 plus b, x2 plus c, x moins ainsi de suite plus lambda. Si on prend le cas qu'on a vu précédemment là, question post-opératoire et les facteurs qui l'influencent, la machine va écrire une équation sous la forme probabilité de complication égale à fois la première variable qui est le chirurgien, on a les options chirurgien A et chirurgien B, ça c'est les options qu'on a ici. Ce B fois technique, on a le choix entre technique 1 et technique 2. Et imaginez qu'on prend une variable, par exemple, l'heure. Les chirurgies faites dans la nuit ou les chirurgies faites le jour, etc. Avoir plusieurs variables ici que la machine met dans cette équation-là. Maintenant, c'est quoi le principe? Ce que l'ordinateur va faire, c'est, si je veux voir, par exemple, l'effet du chirurgien sur la survenue des complications, donc voici ce qui m'intéresse, je vais fixer ceci comme une constante.
Je vais par exemple prendre uniquement la technique des patients qu'on a opérés la nuit. Donc, je fixe ça comme une constante. Uniquement la technique, uniquement les patients opérés la nuit. Et dans cette sous-population, je compare le chirurgien A au chirurgien B. En fait, je vais voir si, en changeant de chirurgien, la probabilité d'avoir des complications change aussi. Je reprends. Je fixe tout comme une constante. Une constante de la chirurgie constante. Les patients opérés avec la même technique, technique 1 des patients opérés la nuit. Maintenant, je vais voir, est-ce que quand je change de chirurgien, dans ce groupe-là, les risques d'avoir une complication changent? Si la réponse c'est oui, ça veut dire que la relation que j'observe entre le chirurgien et la complication, ce n'est pas à cause de la technique, ce n'est pas non plus à cause de l'heure de la chirurgie. Parce que là, c'est des patients qui ont la même technique et la même heure. Si en fixant cela comme constante, la probabilité d'avoir une complication est différente selon qu'on a le chirurgien A ou B, alors je vais dire qu'effectivement, l'association entre le chirurgien et la complication ne dépend pas de la technique ni de l'heure, mais c'est vraiment lié au chirurgien lui-même. C'est pour ça que je vais dire, j'ai pu regarder l'effet du chirurgien sur les complications indépendamment de la technique opératoire et de l'heure à laquelle la chirurgie a été faite. Et c'est ça le rôle de l'analyse multivariée. Multivariée, ça veut simplement dire, c'est une analyse où je vais intégrer au moins ces 3 variables. Ici, par exemple, on a infection opératoire, chirurgien, technique opératoire de la chirurgie. C'est 4 variables qu'on intègre dans la même analyse statistique. C'est pour ça qu'on parle d'une analyse multivariée ou encore une analyse de régression. Ça, c'est des synonymes qu'on peut avoir là-dessus. Et lorsqu'on aura fait ça pour le chirurgien, on va appliquer la même chose pour les autres variables. Il faut aussi se dire qu'il est possible que ce ne soit pas la technique opératoire qui soit mauvaise. Peut-être qu'en réalité, c'est le chirurgien qui est plus mauvais. C'est-à-dire que peut-être que dans notre tableau qu'on a ici, là je reviens là-dessus, peut-être qu'en réalité, le chirurgien A est fondamentalement plus mauvais que le chirurgien B. Simplement parce que le chirurgien A a surtout utilisé la technique 1, et le chirurgien B a surtout utilisé la technique 2. Finalement, ça fait que j'ai plus de complications dans la technique 1. À la base, les deux techniques s'équivalent. Mais parce que le chirurgien A, qui est plus mauvais, a surtout opéré à la technique 1. Le B, qui est plus bon, a surtout opéré à la technique 2. Je constate que finalement, la technique 1 a l'air meilleure que la technique 2. Donc, ça fait que la confusion peut aller dans un sens comme dans l'autre. Ça peut être la technique opératoire qui est le facteur de confusion pour la relation entre le chirurgien et l'infection. Ça peut aussi être plutôt le chirurgien qui est le facteur de confusion pour la relation entre la technique opératoire et l'infection. C'est pour ça que l'analyse multivariée intègre toutes ces possibilités-là. Ça veut dire que quand j'ai fait l'analyse multivariée, en fixant les autres comme une constante, en faisant varier le chirurgien, voici les complications, je vais faire la même chose dans l'autre sens. Ça veut dire, maintenant, je vais plutôt fixer ça comme une constante. Par exemple, je prends le chirurgien A uniquement. Fixe-le comme une constante. Par exemple, je prends uniquement ce qu'on a fait. Et là, maintenant, je vais comparer les techniques A et la technique 1, je l'ai dit, et la technique 2. Est-ce que à chirurgien égal et à heure d'opération égale, en variant technique, je veux dire, est-ce que à chirurgien égal et à heure d'opération égale, quand je varie la technique, ça fait varier la probabilité d'avoir une infection? Si la réponse c'est oui, l'association que j'ai observée, ce n'est ni à cause du chirurgien ni à cause de la même influence les complications indépendamment du chirurgien et de l'heure de la chirurgie. Mais si la réponse c'est non, si après avoir fixé le truc comme une constante, je me rends compte que finalement, technique A, technique 1 ou technique 2, ça n'influence pas les complications, ça veut dire que ce que j'ai observé précédemment, c'était du fait du chirurgien et la technique en elle-même influence la survenue des complications. Ceci étant dit, je dois reconnaître que ça peut être difficile de comprendre ça d'un coup.
Mais la vidéo sera disponible et je vous invite à écouter et réécouter et réécouter et vous finirez par comprendre en fait le principe qu'on a derrière l'analyse multivariée. Néanmoins, même si vous n'arrivez pas à comprendre, ce n'est pas bien grave parce qu'on n'a pas forcément besoin de comprendre ces principes-là. Ouais. Ce que je vais juste attendre de vous, c'est que vous gardiez à l'esprit cette notion de valeur P ajustée. La valeur qu'on va calculer pour chaque variable après ajustement, c'est-à-dire soit dans l'analyse multivariée, soit lorsqu'on a fait l'analyse en sous-groupe, ça qu'on appelle la valeur P ajustée. Ça veut dire quoi? Lorsque je vais faire mon calcul ici, dans l'équation que nous avons là, quand je vais faire le calcul, x égale à 1 égale, quand je vais comparer chirurgien A et chirurgien B, je vais me rendre compte que je peux calculer une deuxième valeur P à ce moment-là, qui va juger de la significativité de la différence entre les deux chirurgiens lorsqu'on a équilibré les techniques et l'heure, c'est-à-dire lorsqu'on a mis égalité entre les deux chirurgiens sur ces paramètres-là. C'est ça qu'on appelle la valeur P ajustée. Si la valeur P ajustée est significative, alors ça veut dire que l'association que j'ai observée n'est pas liée à un facteur de confusion. On va dire une association qui est indépendante. Si, même à technique égale, il y a toujours une différence significative entre les chirurgiens. Ça veut dire qu'en réalité, l'association entre le chirurgien et l'infection ne dépend pas de la technique opératoire. Donc, c'est une association qui est indépendante de confusion. Et si je fais cet ajustement et la valeur P ajustée significative, ça veut dire que la différence que j'avais observée précédemment est un facteur de confusion. Et donc, je vais dire l'association que j'ai observée n'était pas indépendante. C'est une association qui était du fait d'un facteur de confusion. C'est la valeur P ajustée là que nous allons utiliser. Maintenant, j'ai parlé de la régression logistique, parce que c'est ça qu'on utilise le plus souvent, mais il y a plusieurs autres méthodes d'analyse multivariée. Et ce tableau résume à peu près ces différentes méthodes. Le facteur qui détermine la méthode d'analyse multivariée qu'on va utiliser, c'est la nature de la variable dépendante, comme on peut le voir ici. Si la variable dépendante est qualitative binaire, comme infection, pas d'infection, décédé, vivant, etc., je vais utiliser la régression logistique binaire pour faire l'analyse multivariée, pour rechercher l'effet des facteurs de confusion. La variable est qualitative nominale avec plus de 2 modalités de réponse. Par exemple, le segment ST à l'ECG, sus-décalage, normal et sous-décalage. La régression multinominale, c'est la méthode d'analyse multivariée que je vais utiliser pour exclure l'effet des facteurs de confusion. Si elle est plutôt qualitative ordinale, je veux dire la régression ordinale. Si ma variable quantitative, je veux dire si ma variable dépendante est quantitative, qu'elle soit discrète ou continue, je vais utiliser ce qu'on appelle la régression linéaire multiple. Par exemple, si on veut voir les facteurs associés à la fraction de direction ventriculaire, qui est une variable quantitative, et je veux voir les facteurs associés de manière indépendante, là, je vais utiliser la régression linéaire multiple comme méthode d'analyse multivariée, parce que la variable dépendante ici est quantitative. Si c'est une variable de suivi, comme peut-être ceux qui font une étude de suivi, l'analyse multivariée qu'on va utiliser sera la régression de Cox, Cox Regression Analysis. Juste pour que vous sachiez qu'il y a plusieurs méthodes d'analyse multivariée, mais le principe pour toutes ces méthodes, c'est exactement le même que ce qu'on a expliqué précédemment. J'ai ma variable dépendante, j'ai mes variables indépendantes et je veux voir quelles sont celles qui influencent de manière autonome le outcome sans avoir besoin de l'impact des autres variables qui sont là. Et là, on dit vers la fin, les critères pour faire une analyse multivariée, précisément pour faire la régression logistique. C'est surtout ça que j'ai appliqué ici. Et ça, c'est très important à noter parce que, comme je l'ai dit au début du cours, lorsqu'on ne respecte pas ces critères-ci, le résultat qu'on obtient, il est faux. En principe, pour ceux d'entre vous qui ne pourront pas ou qui ne voudront pas apprendre à faire l'analyse des données, voilà, ce n'est pas nécessaire de connaître tout ça. Ça, c'est le rôle du statisticien de vérifier ces critères-là et de les appliquer pendant l'analyse multivariée.
Mais si vous vous intéressez un peu à la statistique, il faut comprendre ces critères parce que c'est ça qu'on va appliquer pour faire l'analyse des données. Le premier critère, ça c'est les critères qu'on va vérifier pour inclure les variables dans l'analyse multivariée. Le premier critère, c'est que les variables que j'intègre doivent avoir une association significative avec le outcome. Donc, il faut que la valeur P que j'ai pour l'association entre mes variables et le outcome soit d'emblée significative. Cela, parce que comme je l'ai dit, je reviens sur cette image que tu vois bien, être un facteur de confusion, la variable doit être associée au devenir. Si la variable n'est pas associée au outcome, ça ne peut pas être un facteur de confusion. C'est pour ça que je vais intégrer les unités variées uniquement les variables qui ont une valeur P significative. On a eu par exemple ici le chirurgien, infection, opératoire et infection. Parce que ces deux variables-là ont une valeur P significative. C'est pour ça que je peux les intégrer dans l'analyse multivariée. Donc, ça, c'est le premier critère qu'on doit respecter. Je pose la significativité, ça peut être une valeur P jusqu'à 0,1 parfois. Aussi, la valeur P à 0,1, on peut l'intégrer. Le deuxième critère, c'est de dire qu'on ne doit pas avoir une forte collinéarité entre mes variables. C'est quoi la collinéarité? Les variables ne doivent pas être fortement liées entre elles. C'est juste un principe de logique et de bon sens. Par exemple, si je fais une étude, je me rends compte qu'il y a une association entre l'indice de masse corporelle et la fraction d'éjection. Et je me rends compte par exemple qu'il y a une association entre le poids de l'individu et la fraction d'éjection. Je ne peux pas intégrer dans une analyse multivariée l'indice de masse corporelle et le poids. Parce que je sais que ces deux variables-là sont fortement liées entre elles, vu que l'indice de masse corporelle, c'est une fonction du poids. Donc, je vais dans ce cas choisir juste l'une de ces deux variables et l'intégrer. Et c'est ça qui va souvent faire que dans une étude, je peux avoir 20 variables pour une association significative, mais je n'inclus que 10 dans l'analyse multivariée. Parce que, par exemple, il y a ce problème de collinéarité. Aussi, on ne doit pas avoir plus de n sur 10 variables. Si n égale n de l'échantillon, comme ça là. Si j'ai un échantillon, par exemple, 115 personnes, quand on va faire 60 par 10, ça nous fait 7,5. Le nombre de variables que je peux intégrer dans cette analyse, c'est au maximum 7,5 variables, donc au maximum 7 variables. Parce que si je vais au-delà de ce nombre-là, mon résultat ne sera plus valide. Donc, même si j'ai 20 variables qui ont une association significative avec mon outcome et que je n'ai que 75 individus, je ne pourrais intégrer que 7 de ces variables-là dans mon analyse multivariée. Parce que le principe, c'est qu'on ne doit pas avoir plus de n sur 10 variables dans l'analyse multivariée, n étant le nombre d'individus qu'on a dans sa population d'études. Et le dernier critère, enfin, c'est qu'on ne doit pas avoir un effectif nul dans le tableau de contingence. Donc, si je fais mon étude d'association là, de base, si j'avais eu un effectif nul dans le tableau qu'on a ici, là, j'avais eu 0 impression là, je ne peux pas faire l'analyse multivariée parce que j'aurais eu un effectif nul dans le tableau de contingence de l'étude d'association. Là, on ne peut plus intégrer cette variable dans l'analyse multivariée. Donc, voilà les conditions qu'on doit respecter lorsqu'on est en train de faire une analyse multivariée pour exclure l'effet des facteurs de confusion. En principe, on a terminé là, mais j'ai une dernière chose que je veux bien partager avec vous, pour qu'on se rende bien compte de ce que tout ce qu'on explique n'est pas une vue de l'esprit. C'est des choses qu'on utilise chaque jour dans la recherche pour tirer des conclusions et avancer la science. Je vais présenter ici un résultat d'une analyse statistique que nous avons fait, une étude qui est en cours de publication. Bon, je vais juste le présenter là pour que ça nous serve d'exemple et que vous compreniez à se présente. Une étude dont l'objectif était, voilà, j'y arrive là. Très bien. Donc, une étude dont l'objectif était de voir les facteurs associés à la séropositivité à l'hépatite B chez les prisonniers.
Bon, le tableau, on l'a un peu complexifié parce que c'était pour un article, mais en général, on ne va pas mettre autant de données dans un même tableau. Vous allez voir que ici, par exemple, des variables indépendantes ici, ASPS positif, ASPS négatif. J'ai les variables indépendantes là en oui ou non. J'ai les effectifs et pourcentages, j'ai le odds ratio et l'intervalle de confiance, et puis j'ai la valeur P. Maintenant, ici, on aura une valeur P ajustée qui n'est calculée que pour les variables qui ont déjà une valeur P significative. Ici, on a 0,581, la valeur P ajustée. On a 0,41, on a une valeur P ajustée. Quand on a 0,01, ainsi de suite. Ce résultat permet, par exemple, de comprendre que l'association entre l'utilisation des drogues non injectées et la séropositivité n'est pas due à un facteur de confusion. Parce que même en analyse multivariée, la valeur P est restée significative. Alors qu'ici, en analyse multivariée, la valeur P n'était plus significative, ça veut dire que ce qu'on a observé là, c'était juste l'effet d'un facteur de confusion. Voilà. Davantage. Et puis là, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Et merci pour votre attention, tout en vous présentant